Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir cher Pierre, bonsoir tout le monde. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre, bonsoir. Et bonsoir à vous Éléonore Carrois. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Député Renaissance des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. La dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, chère Éléonore, c'était pour parler de Donald Trump. Donc je vais à nouveau vous questionner sur ce cher Donald qui fête ses 100 jours. Je vous laisse le qualificatif. C'est 100 jours, c'est évidemment ironique, c'est 100 jours dans le bureau ovale de la Maison Blanche qu'il a fêté en disant que c'était les 100 jours les plus tremendous, les plus extraordinaires de l'histoire des États-Unis. Alors ça m'a fait penser à un film qui est sorti il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle The Apprentice, qui brosse le portrait de Donald Trump jeune qui reçoit les conseils de Roy Cohn, le célèbre avocat des stars dans les années 70-80. Et quand on a, avec Benoît Le Vionnois, le réalisateur d'Europe 1 Soir, décortiqué la bande-annonce de ce film, ça donne ça. La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Règle numéro 2, ne jamais rien admettre, toujours tout nier. Règle numéro 3, quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Alors, la fiction est la fiction, mais elle est basée sur la réalité. Et ce film que je recommande d'ailleurs à tous les auditeurs d'aller voir, s'ils ne l'ont pas encore fait, Deny Everything, renier tout ce qui peut vous être reproché, attaquer en premier lieu et surtout revendiquer la victoire même s'il y a une défaite. C'est exactement ce que fait Donald Trump. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à vos meetings qu'il a tenus et à son discours extrêmement victorieux alors qu'on voit que l'économie américaine se porte au plus mal et qu'il n'est pas du tout en train d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Il dit que ce sont les 100 meilleurs jours d'après beaucoup de personnes. Quelles personnes, on ne le sait pas. J'espère que ça va nous vacciner quand même, tous ceux qui pensent voter pour des candidats populistes qui vous racontent n'importe quoi à tort et à travers et qui vous balancent des fake news sans aucune vérification. J'espère que nous, les Européens, ça va peut-être un peu nous mettre la puce à l'oreille et nous obliger à être plus exigeants et surtout pas croire n'importe qui, n'importe quoi. Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que Éléonore Carrois a étudié à la Law School de Columbia à New York. Donc vous avez peut-être vu passer Donald Trump dans des soirées ou dans des... Alors non, j'allais pas à cette soirée-là, je vous rassure. Je sais pas si le Studio 54 existe encore sur Broadway ou en tout cas... Je vous garantis, je n'ai pas été à des soirées avec Donald Trump, mais en revanche... vous vous bouchez le nez, mais cela dit, vous auriez pu lui serrer la main et lui parler de façon tout à fait civilisationnelle, si j'allais dire. Je dis pas du tout ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même un moment qu'on le voit venir, Donald Trump. Ça fait un moment dans sa campagne qu'il racontait n'importe quoi. Ces immigrés qui mangent des chiens et des chats, qui sortent des chiffres exactement, qui sortent des chiffres à tort et à travers, qui est en train de jouer avec les peurs des Américains, qui vous explique qu'il va régler la guerre en Ukraine en 24 heures et qui va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus ça a des conséquences dramatiques sur l'économie américaine et sur le quotidien des Américains. Olivier d'Artigol. Tout cela est parfaitement juste et pourtant Donald Trump a gagné. Est-ce que les 100 jours, selon vous, ont mis à mal son socle sociologique et électoral ? Et nous pouvons certes maintenir une critique acérée du trumpisme, mais cela exonère en rien les politiques français de porter un imaginaire plus supérieur au sien. Est-ce que c'est pas là la vraie bataille face à lui ? Éléonore Carrois. Je pense que ce qu'il incarne d'une façon caricaturale, parce qu'il va vraiment à l'extrême, il n'y a personne qui est l'équivalent exact de Donald Trump ici en France, on le retrouve quand même dans certains discours en Europe. Ce qu'il incarne comme bataille idéologique contre les minorités, contre une certaine forme de langage, une censure aussi, un vrai combat idéologique, eh bien on le retrouve en Europe. Et ça, lorsque l'on voit les résultats in fine de, par exemple, la suppression de toutes les formes de coopération internationale, lorsque l'on voit la suppression d'un certain nombre de services publics qui sont importants, on se dit, voilà, c'est ça le résultat. Est-ce que c'est le résultat qu'on veut ? Moi, certainement pas. Catherine Ney ? Oui, je crois que les Américains sont en train de s'apercevoir que les promesses sur la vie moins chère, là, il est pas du tout, il est plutôt en train d'échouer gravement. D'ailleurs, il a qu'une seule promesse, il a fait baisser le prix des œufs.
Pourquoi ? Parce que les élevages avaient été éliminés par la grippe aviaire et qu'il a acheté des œufs dans un autre pays. Et c'est sa seule. Il l'a répété plusieurs fois, le prix des œufs. Mais les échos que j'ai de plusieurs villes américaines, c'est qu'il a quand même débarrassé les villes des gangs colombiens. Et dans certaines villes, ils lui savent gré que la paix soit revenue. Voilà. Pour l'instant, c'est peut-être la seule chose sur laquelle, dans certains États, dans certaines villes, on lui, pour l'instant, alors c'était plutôt d'ailleurs des gangs vénézuéliens en l'occurrence. Oui, c'est le Tren de Aragua, donc voilà, c'est pas lui qui l'a fait. On en a une réalité. spécialiste ici. Mais non, mais Colombien aussi. Oui, mais en l'occurrence là, il s'est vraiment focalisé sur soi-disant les membres du fameux Tren de Aragua. Ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs sur le Venezuela, il a pas du tout fait ce qu'il a dit, parce que s'il avait vraiment fait ce qu'il a dit et qu'il avait vraiment répondu aux attentes de la diaspora vénézuélienne, il se serait attaqué au dictateur qu'il y a aujourd'hui au Venezuela, dictateur d'extrême gauche Nicolás Maduro, mais au contraire, il est en train de traiter avec lui comme un peu d'égal à égal. En tout cas, il s'est pas attaqué à lui. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que non seulement il répond pas aux attentes de cette diaspora latino-américaine qui a voté pour lui, ce qu'il fait, il a signé 141 décrets. Alors nous, ici en Europe, on dit bravo, c'est génial, il agit. Mais alors agir à tout va et n'importe comment, ça donne des résultats qui sont vraiment moyens. Enfin, franchement, je pense pas que ce soit un exemple. Olivier, con Eleonor, podemos hablar en español. Con muchísimo gusto. Venant du Béarn et ayant, comme d'autres Béarnais, un peu la tête dure, je reformule ma question parce que je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que la critique du Trumpisme est suffisante pour porter une alternative à ce pouvoir ? Mais il faut respecter les règles démocratiques. Il a évidemment été élu, il a été élu pour 4 ans. Lui, il ne veut pas respecter les règles démocratiques. Il parle déjà d'un éventuel 3e mandat. Mais la question, c'est pas on va se débarrasser de Trump demain. Il est là. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que les Américains vont laisser à Trump une forme de plein pouvoir, ou est-ce que aux élections de mi-mandat, ils vont limiter cette action? Donc, laissons Trump. Je sais pas si j'ai répondu au Béarnais. Laissons Trump à Washington et parlons de nous ici en France avec François Bayrou qui veut très bien, qui veut réinstituer la proportionnelle. On écoute le Premier ministre. La proportionnelle, c'est le scrutin du pluralisme. Dieu sait qu'on a besoin d'apaiser la réalité du pluralisme. Deuxièmement, le scrutin majoritaire, il obéit à une règle simple, il faut être ou tout pour ou tout contre. Et Dieu sait que les problèmes que nous avons à régler exigent des prises de conscience plus élaborées, plus concertées, mieux mises au point que l'affrontement systématique d'un côté ou de l'autre. Alors, je reprends l'analyse d'Alexandre Chauveau dans le journal de 19h. Est-ce que cette proportionnelle à laquelle plus soit, j'allais dire, Marine Le Pen, est-elle faite pour effectivement, pour elle, mettre plus en exergue le Rassemblement national, ou est-ce que c'est aussi pour diviser le bloc central qui déjà a du mal à contenir son unité, Eleonore Carva? Alors là, on a entendu le Premier ministre parler de pluralisme et de débat d'idées. Moi, je veux dire, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'au sein du bloc central, vous avez des personnes qui sont convaincues de la pertinence du scrutin proportionnel. D'ailleurs, il y a plusieurs proportionnels. On va peut-être rentrer dans les détails. Il y en a une quinzaine. Une quinzaine. Et il y en a d'autres qui pensent au contraire qu'il faut rester sur une forme de scrutin uninominal à 2 tours. Moi, vous êtes de quelle obédience? Écoutez, moi, je vais vous dire très honnêtement, j'ai pas encore arrêté mon avis parce que je pense qu'il faut regarder la chose dans son ensemble. On est en France dans un système qui se tient, qui est le système de notre 5e République, qui est issu de cette Constitution, qui a une logique institutionnelle très particulière, dans laquelle on a cette double figure entre le Premier ministre, le président de la République, qui se partage une forme d'exécutif. On a les élections législatives. avait arrêté la proportionnelle qui avait fait des ravages sous la 4e République. Exactement. Et en même temps, on voit que depuis 2 ans, cette logique institutionnelle, elle semble ne pas fonctionner comme elle devait, ou en tout cas comme elle l'avait fonctionné en début de la 5e République. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir ce débat, mais j'ai pas encore arrêté mon avis, j'ai pas d'avis tranché. Je pense que les partis qui l'ont, en revanche, notamment à gauche, l'ont pour les mauvaises raisons. Ils l'ont pour garder leur siège de député et éviter une forme d'union de la gauche qui leur permet de se sauver. Et ça, je trouve que c'est pas dans ce sens-là qu'on devrait réfléchir. Catherine Ney, oui, parce que le Premier ministre, d'abord, il a une phrase, moi, que je trouve très ambiguë. Il dit, c'est le scrutin du pluralisme. Bon, après, pluriel, bon. Or, il dit, dans la société fragmentée
éclaté, archipélisé, c'est donc trop pluraliste qu'a décrit Monsieur le Président. Dieu sait combien nous devons apaiser le pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire quoi? Moi, je sais pas. Poser la question à Éléonore Carrol, mais elle n'est pas la porte-parole du Premier ministre, je comprends pas. Non, mais elle est dans Renaissance. Bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut, en tous les cas, reconnaître une fidélité à ses idées au Premier ministre, parce que depuis toujours, même il a toujours prôné la proportionnelle. D'abord parce que il fait partie de la famille centriste qui était quand même plutôt anti-gaulliste. Et Et puis, mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est que avec le scrutin. Le scrutin à 2 tours. Arrêtez de taper ce micro, vous avez rien fait. Arrêtez avec le scrutin à 2 tours. Aux dernières élections législatives, alors que le président de la République n'avait pas demandé, en 2002, et encore là, n'avait pas demandé aux Français de lui donner une majorité, eh bien, il y a une sorte de résultat en forme de proportionnel. Donc, les Français peuvent choisir une société plus archipélisée avec déjà le scrutin uninominal à 2 tours. Mais moi, je crains que si on fasse la proportionnelle, moi je trouve que c'est la fin de la Ve République. On casse tout. On a cassé le septennat, on va casser la possibilité d'avoir des majorités très stables, parce qu'il faut une droite, une gauche. Il y a toujours des frustrés, mais il y a toujours des frustrés. Et si tout le monde est représenté, eh bien on ne peut plus. Et là, en ce moment, la situation actuelle montre dans quel état serait la France si la proportionnelle est instituée. Voilà. 19h27, je ne mets pas sur stop, je mets sur pause. Et on va reprendre le débat juste après le rappel de l'actualité. Tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol, avec Catherine Ney, avec Éléonore Carrol, députée Renaissance des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. On parlait à l'instant de la proportionnelle. La question en fait qui se pose, Éléonore Carrol, c'est là où on cherche une forme, même si c'est difficile, je reprends l'expression de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, elle disait, c'est un gouvernement d'assemblage. Dans ce gouvernement d'assemblage, dans cette majorité d'assemblage, on cherche justement de la constance et de l'unité. Alors, si là, on apporte encore du pluralisme supplémentaire, ce que disait Catherine Ney à l'instant, à cette majorité qui doit se tenir, comment on fait? Enfin, ça va être de plus en plus compliqué. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une réflexion globale qu'on doit avoir sur nos institutions, parce qu'on a vu au cours des 2 dernières années ce qui s'est passé. La machine s'est un peu enrayée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été capable, nous, à l'Assemblée, de faire voter des textes. La machine de la majorité? Non, pas la machine de la majorité, de nos institutions. C'est-à-dire qu'un système qui fonctionnait de manière très binaire, vous aviez toujours une majorité, une opposition. Vous saviez exactement dans quel camp vous étiez jusqu'à présent sous la Ve République. Tout à coup, on se retrouve avec une majorité relative de 2022 jusqu'à 2024, où il a fallu composer et surtout, pour le gouvernement, proposer un certain nombre de textes par 49.3, ce qui a été aussi sur le plan politique complexe et mal compris par les Français. Et d'un autre côté, vous avez 2024, vraiment l'arrivée de blocs divisés, 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale. Mais à qui la faute? Mais c'est pas une question de faute. Attendez, non. Vous faites un château de sable sur la plage. Moi, j'arrive et je le piétine. C'est ma faute. Mais moi, je vous parle pas de faute. Je vous dis juste, regardons un système dont on pensait qu'il ne servait à produire que des majorités et des oppositions. Il vous produit déjà un résultat style proportionnel. C'est-à-dire qu'il vous produit déjà un pluralisme et différents groupes à l'Assemblée. Maintenant, est-ce que ça, c'est satisfaisant? Est-ce que ces groupes, aujourd'hui, ils se parlent et ils forment des véritables coalitions? Ils sont capables de travailler ensemble comme dans une démocratie parlementaire? Non. Donc, la question mérite d'être posée. C'est pour ça que je vous parlais de temporalité. Cela ne vous exonère pas, Madame la députée, de questionner le macronisme dans ce qu'il a pu produire pour nourrir cette crise politique. On ne peut pas vous tenir rigueur sur le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, sur beaucoup de choses qui ont déjà mis à mal la Ve République. Par contre, activer une censure sans raison politique réelle et sérieuse, c'est un sujet concernant l'affaiblissement de la Ve République. Par contre, être réélu dans des conditions où il n'y a pas eu véritablement un débat politique national sur la dernière présidentielle tel qu'on pourrait le souhaiter pour une démocratie comme la nôtre, c'est aussi un sujet. Et dernier point, la proportionnelle est un engagement public d'Emmanuel Macron en 2017. C'est d'ailleurs sur ça qu'il scelle son accord avec François Bayrou, qui en a fait un sujet
prioritaire. Et aujourd'hui, la division au sein du socle commun sur ce sujet, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de notre avenir politique, d'accord, montre quand même qu'il n'y a plus de pilote à bord. Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est une proportionnelle. Pourquoi ? Pour quel résultat ? Je suis pas en train de revenir sur à qui la faute ou qu'est-ce qui fait que notre 5e République aujourd'hui n'a pas produit les mêmes résultats que ce qu'elle avait produit par le passé. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs réformes constitutionnelles. On n'est pas à la constitution du général de Gaulle. On est passé, vous le disiez à très juste titre tout à l'heure, du septennat au quinquennat. On a aligné législatives et présidentielles. Donc il y a des choses qui se sont passées. Cette évolution aujourd'hui, elle produit un système dont, je peux vous le dire, pour être à l'Assemblée, qui peut marcher, mais très difficilement. Il faut trouver des alliances et il faut aller les chercher difficilement. Il y a beaucoup de postures. Donc, est-ce que ça, c'est souhaitable ? Moi, je pense qu'il faut réfléchir à un système différent, mais est-ce que la proportionnelle, c'est la réponse ? Mais est-ce qu'on a encore le temps de réfléchir ? Encore plus, J'entendais Laurent Wauquiez dire aujourd'hui, ou je crois que c'est dans un tweet, où il disait, mais on fait des tripatouillages institutionnels sur la proportionnelle alors que le pays va très mal, on cherche 40 milliards, on va droit dans le mur, on essaye de trouver, on se demande si on va à nouveau taxer les retraités. Enfin, pardonnez-moi, mais... Alors ça m'arrive très rarement, mais là sur ce point, moi je pense aussi que c'est pas la priorité, qu'aujourd'hui il faut vraiment s'attaquer au fond. On a réussi à faire passer un budget pour 2025 difficilement, après une motion de censure difficilement explicable d'ailleurs, votée par la gauche et le RN ensemble. Aujourd'hui on a eu un budget pour 2025, il faut qu'on s'assure qu'on a un budget pour 2026 parce que c'est pas gagné, et pour donc ça il faut le construire. C'est un non-événement, vous êtes d'accord ? Pour moi c'est pas un non-événement parce que tout le monde en débat et c'est important de réfléchir structurellement, mais ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 temps. Pour moi là, l'urgence c'est de s'assurer qu'on construise un projet, qu'on vote un budget pour 2026, qu'on arrive à avoir une stabilité de ce gouvernement pour nous permettre. Il faut. En tout cas, il faudrait. Et moi, je fais tout pour que ça soit, que ça soit le cas. La proportionnelle, réfléchissons-y, mais en se demandant à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Catherine Ney. Oui, là-dessus. Oui, non, mais c'est pas un sujet prioritaire. Ça, vous avez tout à fait raison. Et puis, je pense que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, on risque d'aggraver durablement le mal. Alors, c'est pas vrai que chaque voix doit être représentée. Voilà, parce que c'est pas possible, quoi. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, quoi. Donc il faut bien qu'il y ait une majorité, une opposition. D'ailleurs, c'est comme ça dans le conflit, dans le débat, et c'est là que le débat se crée. Tandis que là, quand c'est avec 11 partis à l'Assemblée, il n'y a pas de débat, il n'y a que des affrontements. Et d'ailleurs, on voit bien. Je veux dire, quand le téléspectateur qui voit les questions d'actualité ne voit plus une Assemblée qui débat, mais qui se combat et avec des invectives. Et c'est insupportable. Ça donne une image de la France qui est désastreuse. Racontez-nous ça, Éléonore Carrois. Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que on le disait pendant la pause publicitaire, quand on écoute la télévision, quand on regarde Public Sénat et les autres chaînes qui retransmettent en direct les questions au gouvernement, en fait, c'est atténué, c'est beaucoup plus vous entendez que ce qu'il y a dans le micro, vous entendez pas. Si, on entend quand même peu. C'est vrai que c'est atténué. Non, c'est vrai qu'il y a une forme d'agressivité dans l'hémicycle. Alors il y a eu d'autres périodes de notre histoire où ça a été très agité, mais je pense que c'est pas une raison déjà. Et ensuite, c'est vrai que on s'éloigne de l'essentiel. Ce qui est important, c'est de faire avancer notre pays en prenant des décisions, en ayant des avis qui sont divergents, en ayant un débat. Et lorsque l'on est sur des postures, sur la capsule vidéo ou autre, on perd un peu de ce débat. C'est le nombre de députés qui se filment aussi avec leur téléphone portable. Non, et je pense que ça, c'est important de rétablir la confiance dans nos institutions. C'est l'Assemblée TikTok, en fait. Alors pas du tout de la part de tout le monde. Il y a beaucoup de députés, il y a une majorité de députés qui sont pas dans cette logique, mais c'est vrai qu'on a des députés extrêmes qui sont les plus virulents. Alors souvent. Justement, je voudrais que vous écoutiez le député LFI Antoine Léaumont. Il dit que être dealer, c'est pas un métier de rêve, ça peut être même dangereux. On écoute Antoine Léaumont. Le système de vente de la drogue à l'heure actuelle, c'est un système qui est très capitaliste en fait, avec des très gros qui se font plein d'argent et au bas de l'échelle des petits qui en fait assument tous les coûts dans la société, c'est-à-dire ils sont pas payés excessivement cher contrairement à ce que raconte Retailleau et compagnie. Et puis les risques professionnels, c'est la mort en fait, c'est de se faire tuer, c'est de se faire torturer, voilà, d'être menacé, d'être arrêté par la police. Enfin, c'est des risques professionnels, c'est fort. C'est un député de la République qui parle, Éléonore Carrois, comme vous. Mais moi, franchement, quand j'entends ce genre de propos, je suis désolée, mais ce sont des criminels. Enfin, c'est des personnes qui commettent des infractions. Je n'adhère évidemment pas à ce type de propos. Est-ce qu'il a encore, Monsieur Léaumont, sa place dans l'hémicycle ? Est-ce qu'il peut porter une écharpe tricolore après avoir dit des choses pareilles ?
Je vais pas rentrer, je vais pas vous répondre à cette question. C'est dommage. Non, je vais pas répondre à cette question parce que j'évite de porter un jugement. Mais moi, ça me choque. Ces propos-là me choquent. Ça, oui, je peux vous le dire. Catherine. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faudrait plaindre et pas aider. Comment peut-on aider des gens qui sont mal payés et qui vendent de la drogue? Là, quand même, il faudrait, une nouvelle subvention peut-être. Mais Monsieur Deloglu, lui, il voit aussi, là, il songe à tous ces gens qui ont été emprisonnés. Deloglu, oui, j'arrive. Ouais, qui a voulu penser à tous ces gens qui ont fait de la prison, qui sortent, et comme ils n'ont fait que de la vente de la drogue, ils ne savent faire que ça, et donc l'État devrait leur permettre de vendre de la drogue, mais dans des magasins, et que ça soit contrôlé, parce qu'ils savent faire que ça. Voilà, vous voyez où en sont les LFI, donc on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête, c'est une émission que je connais. Vous aussi, Olivier d'Artigold, 16h-18h, vous y êtes souvent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Léaumont? Moi, je suis triste de cette situation. Je pensais, en vous écoutant, aux grandes voix parlementaires de gauche dans l'histoire de notre République et dans l'histoire de notre Parlement. Et j'imaginais le film Hibernatus, s'ils revenaient et qu'ils assistaient à ce paysage. C'est un film populaire. Ah oui, qui a eu son petit public. J'adhère complètement. Il a eu son petit public. J'adhère complètement. Et je les imagine observant ce spectacle et se dire, mais que nous est-il arrivé? Que nous est-il arrivé? Je le dis avec un peu de tristesse, vraiment. Eh ben, écoutez, c'est sur ces mots, on Je veux pas regardera la soirée, et on regardera Hibernatus, où effectivement, à un moment donné, il le prend, il le met devant la télévision, il lui montre le Concorde, et voilà, et nous sommes en 1970. Hein, oui. Et à l'époque, c'était le Progrès. 1970, oui. C'était Pompidou. Le Concorde. Bah attendez, on va passer pour des vieux cons si on commence à... C'est 73, non non, c'est 60. En tout cas, il lui dit, nous sommes en 1970 dans le film. Il l'a inauguré en 69 ou 70. Le premier vol Paris-Rio. Vous regarderez, on le regardera ensemble si vous voulez, Olivier. Merci Éléonore Carrois d'avoir été notre invitée politique dans Europe 1 Soir 19h40.